Bonjour et bienvenue sur le podcast Par voix basse à voix haute. Que vous soyez posé dans le canapé, sur la route ou en train de jongler avec votre journée, prenez place à nos côtés. À notre micro, vous entendrez des expériences en maison de naissance, des témoignages de sages-femmes et enfin des sujets liés à l'accouchement physiologique. Ici, les voix résonneront haut et fort. Nous ne sommes pas des professionnels de la périnatalité, mais deux mamans passionnées, convaincues que chaque famille a le droit d'avoir le choix du lieu où elle souhaite donner naissance. Notre objectif est simple, mettre en lumière les maisons de naissance en métropole et en outre-mer. Non pas en opposition aux autres formes ou lieux d'accouchement, mais bien comme une option précieuse dans le panel des choix possibles. Nous espérons que cette saison vous offrira des réponses, des inspirations et peut-être même des émotions. Nous souhaitons avant tout transmettre des expériences intimes et authentiques. Alors bienvenue derrière les portes des maisons de naissance, bienvenue dans Par voix basse à voix haute. On ne peut pas diriger le vent, mais on peut ajuster ses voiles. Dans cet épisode, Vicky revient sur son parcours en maison de naissance, empreint de confiance, de préparation et d'écoute. Mais quand son bébé tarde à se manifester, le projet initial bascule. Elle accepte finalement un déclenchement. Très vite, les contractions deviennent intenses, l'accouchement s'étire, puis une césarienne en urgence est décidée. Un scénario qu'elle n'avait pas envisagé, et pourtant, elle s'y sent prête. Grâce au suivi personnalisé en maison de naissance et l'accompagnement reçu tout au long de sa grossesse, Vicky aborde ce moment imprévu avec une étonnante solidité. Dans cet échange, elle nous raconte comment cette préparation lui a permis de traverser un accouchement loin de ses attentes mais pleinement vécu. Elle souligne aussi l'écoute de l'équipe de la maternité qui a su entendre son projet, accueillir le moment avec respect et l'accompagner pour que la naissance de son fils soit la plus fidèle possible à ses désirs. Aujourd'hui, Vicky nous raconte son histoire. Bonjour Vicky. Bonjour Capucine. Bonjour Vicky, bienvenue à notre micro. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté de partager ton histoire avec nous dans cet épisode. On est très heureuse de pouvoir entendre ton récit aujourd'hui. Mais avant de plonger dans cette histoire, est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Alors donc moi c'est Vicky, j'ai 30 ans, j'habite à Sélestat et ma famille est composée donc de mon mari Guillaume, notre fils Charles et notre chat Nimbus. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle maison de naissance tu as monté ton projet d'accouchement ? Alors du coup c'est pas très original parce que c'est la maison de naissance qu'il y a dans ma ville, Sélestat. Et du coup c'est Manala, c'est ça ? Et tout à fait, Manala Sélestat. Avant de parler de toute ton expérience, comme à toutes nos invités, on aimerait te demander de nous expliquer en quelques mots ce qu'est une maison de naissance. Alors pour moi, une maison de naissance, c'est un organisme qui est rattaché à un hôpital parce qu'il se situe dans un hôpital qui permet de se préparer à un accouchement physiologique. On a choisi de t'inviter aujourd'hui parce que tu as été suivie en maison de naissance et que la naissance de ton fils s'est finalement déroulée par césarienne. Ce changement de plan, bien qu'inattendu, a été plutôt bien vécu de ce qu'on en sait et c'est justement ce qui nous a touchés dans ton parcours. On a envie de comprendre qui, dans ton suivi, t'a aidé à accueillir cet imprévu, même lorsqu'il prend la forme d'une intervention chirurgicale, ce qui n'est pas anodin. Chaque césarienne est une expérience unique et même lorsqu'elle est bien vécue, elle peut rester un moment assez sensible. Et donc c'est avec toute cette sensibilité qu'on ouvre cette conversation aujourd'hui, en commençant par parler de ton suivi avec Julie. Donc pour commencer, on se demandait comment tu avais découvert les maisons de naissance. Tu viens de nous dire qu'elle était dans ta ville, mais malgré la proximité, des fois on ignore que ce genre de lieu existe. Donc est-ce que tu peux nous raconter comment s'est fait cette découverte et cette rencontre avec la maison de naissance ? Alors donc en fait, comme je vous le disais, déjà c'était dans ma ville et comme c'est dans ma ville, il y a des gens qui habitent dans cette même ville et qui ont eu une expérience dans cette maison de naissance et qui m'ont fait un retour en fait et c'est vrai que quand j'ai entendu parler de ce concept, ça m'a tout de suite touchée. Et j'avais jamais fait de plan en avance sur mon accouchement. Je savais pas du tout ce que je voulais, mais quand j'ai entendu ces récits-là, ça m'a vraiment donné envie de me lancer aussi dans l'aventure. D'autant que la sage-femme qui finalement a fait mon suivi, je l'avais déjà rencontrée avant aussi à l'issue de réunions qui se faisaient dans ma ville avec des associations et c'est vrai que elle m'avait l'air déjà bien sympathique. Donc ça m'a d'autant plus donné envie d'être suivie dans cette maison de naissance. C'était une bonne coïncidence. Oui. Tu viens de nous dire les raisons pour lesquelles tu t'étais orientée vers ça, grâce justement à des témoignages et aussi à la rencontre avec cette sage-femme. Et est-ce que tu avais des attentes particulières, justement par rapport à ce qu'on avait pu te dire des différentes expériences dont on t'avait fait le récit ? Est-ce que tu avais des attentes particulières par rapport à ce lieu ou par rapport même à l'équipe de professionnels ou pas spécialement ?
Alors moi, je m'attendais à de la bienveillance, hein, évidemment, parce que, bah, le cercle d'amis, qui m'ont un petit peu, fait les témoignages sur la maison de naissance, c'est vraiment un cercle bienveillant et c'est vrai que, je me disais: «Ben, voilà, moi c'est ma première grossesse, mon premier accouchement». Je pense que dans ce contexte-là, on a vraiment besoin d'être bien entouré et voilà, de gens bienveillants. Après, il y a tout le côté, nature, hein, le fait de, voilà, de faire tout ça le plus naturellement possible. Ça, c'était aussi une de mes attentes. Voilà, c'était juste d'être bien entouré pour se préparer cet accouchement. Quand tu as eu ces témoignages, quand, on t'a fait ces récits, vu que tu parles d'un cercle d'amis, est-ce que ton conjoint était là ou est-ce que tu lui en as parlé a posteriori? Et quelle a été sa réaction? Alors, il était présent quand on m'a parlé de la maison de naissance, OK, mais, à l'époque, on n'était pas du tout, encore en projet enfant. d'accord. Donc moi, j'avais noté ça dans un coin de ma tête et je m'étais dit: «Ce serait trop cool, si un jour j'accouchais, de faire ça». Mais on n'en était encore pas du tout là et c'est vrai qu'après coup, quand, je suis tombée enceinte et que je lui ai dit dès le test, de grossesse, ben, j'aimerais bien aller en maison de naissance parce qu'on m'avait dit: «Attention, c'est quand même compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde qui Ouais. veut y aller. Faut y aller dès que tu as ton test urinaire, quoi, hein». Donc moi, je m'étais noté ça en tête et j'avais dit: «Faut tout de suite aller, consulter, pour voir s'il y a de la place et tout». Et en fait, c'est là qu'il a dit: «Ah mais oui, mais c'était quoi encore?» Et je lui ai rappelé en fait, les témoignages à ce moment-là. OK. Il avait pas gardé le petit post-it, Non, affiché, pas du tout. et il a été, partant de suite ou est-ce qu'il a eu des réticences en se souvenant? Alors, lui, il avait aucune réticence. En fait, ce qu'il disait et c'est vrai, il a dit: «En fait, il n'y a que toi qui sais ce que tu as envie de faire Mmh. puisque c'est toi qui vas accoucher. Mmh. Donc en fait, moi, je te suis dans tout ce que tu veux parce que je te fais confiance et au final, c'est ton corps qui va devoir travailler. Donc en fait, si tu veux y aller, si tu es partante, si tu es confiante et ben, go, quoi». OK, bah, c'est chouette. Tu as eu un bon soutien dès le départ. Oui, après, mon conjoint est exceptionnel donc c'est vrai que j'ai beaucoup de chance. Bah, écoute, tant mieux, c'est la meilleure chose qu'on puisse te souhaiter. Une fois que, du coup, vous êtes partis dans cette direction, que tu as eu ton test urinaire, que tu es allé te renseigner sur, le fait de pouvoir avoir une place au sein de la maison de naissance, sans suspense, on sait que tu as été suivie là-bas, hein, vu Mmh. que c'est, l'objet de cette interview. Est-ce que tu peux nous raconter comment se s'est déroulé ton suivi, notamment, le rythme des consultations? Comment elles étaient articulées? Et aussi, à partir du 7e mois, on sait que viennent les, séances de préparation à l'accouchement. Est-ce qu'elles étaient, en groupe, en individuel? Est-ce qu'elles étaient, partie intégrante de tes consultations? On aimerait bien savoir un petit peu comment ça a été, articulé dans ton cas, tout ce suivi. Alors, donc du coup, moi j'ai appelé, les parce que c'est des binômes de sages-femmes, hein, donc on peut être suivi par, l'une ou par l'autre et en fait, alors Mmh. je sais pas si ça fonctionne comme ça dans toutes les maisons de naissance, mais du coup, pour qu'on puisse connaître les 2, il y en a une qui fait les cours de préparation et l'autre, elle fait le suivi OK. et du coup, moi je me suis renseignée auprès des 2 pour avoir un rendez-vous, en fait, dès le 3e mois. Parce que c'est à partir de là qu'on a le suivi sage-femme et donc à partir du 3e mois, j'ai eu ma sage-femme, de suivi, je vais l'appeler comme ça et les consultations, c'était à peu près tous les mois avec, OK. bah, voilà, on écoute le cœur du bébé, on essaye de voir si, on a enfin, ce qu'on a des symptômes de par exemple, d'infection urinaire, bah, toutes les questions qu'on pose, hein. Je sais pas comment ça se passe ailleurs, mais voilà, il y avait toujours des petites questions pour savoir si tout allait bien chez moi et un Mmh. écoute du cœur, donc ça, c'était à peu près tous les mois avec, bien sûr la prescription des prises de sang, hein, parce que moi j'étais pas, positive à la toxoplasmose par exemple. Donc les résultats étaient envoyés par les sages-femmes, enfin aux sages-femmes pardon et après par contre les cours de préparation, c'était effectivement à partir du 7e mois. Je crois même qu'on a commencé avant. Oui, selon les cas, ça peut être 6, 7 mois, Oui, parce que comme il y en a beaucoup à prendre, c'est vrai qu'il faut jongler avec toutes les disponibilités. En plus, exactement. nous, ça nous tenait vraiment à cœur de faire ce projet à 2 avec mon conjoint, hein. On disait tout le temps: «On va accoucher» parce que c'était vraiment nous 2 en fait et donc enfin, moi, je voulais qu'il soit là, enfin et lui aussi d'ailleurs, voulait être là à tous les cours de préparation et donc forcément, bah, lui, il est prof et du coup, il faut jongler aussi avec son emploi du temps, parce qu'il peut pas Ouais. prendre un jour de congé, par exemple, c'est compliqué, quoi, hein. Et du coup, il y a eu certains cours qui se sont faits en individuel, notamment les cours un petit peu plus, qui touchent plus à l'intimité, hein, et après par contre les cours sur, par exemple la poussée, toutes les choses un peu théoriques, ça se faisait en groupe avec d'autres parents, D'accord. enfin futurs Vous parents. étiez, combien de couples à peu près? Il y avait maximum 3 couples. D'accord, donc c'était quand même des couples, très petits. Vous aviez l'espace de Oui. pouvoir, discuter, poser des questions et cetera? Mmh. OK. Pendant ton suivi, dans les séances, j'imagine, plus intimes, mais peut-être aussi dans les séances de groupe, quel a été,
la place possible à, tes émotions, à, tes questions, autour de toutes tes peurs, si tu avais des stress, tu vois, des angoisses, des choses qui pouvaient te questionner, que ce soit pour le jour J, que ce soit pour, le postpartum. On sait qu'il y a des consultations qui sont longues en maison de naissance. Mmh. Pareil, dans les préparations, il y a le temps de beaucoup échanger. Est-ce que tu peux nous dire, dans ton cas, comment tes émotions ont été accueillies et quelle place, leur a été donnée, par, les sages-femmes? Alors, il y avait énormément d'écoute. Souvent, on avait rendez-vous pour un cours de préparation avec un certain horaire et ça finissait, plus qu'1 heure plus tard parce que, ben, voilà, il y avait vraiment de la place pour, notre ressenti, les explications, elles se faisaient vraiment le plus en profondeur possible. Enfin, on avait vraiment toutes les informations qu'on voulait et il y avait toujours les questions de, «Et comment ça va? Comment tu ressens ça?» Enfin, vraiment, on a eu une écoute, au top. Moi, je me sentais pas du tout stressée, en fait, par, cet accouchement. J'étais vraiment très rassurée, par les 2 sages-femmes. Ouais, c'est chouette. Mmh. Et ça a été le cas aussi, en groupe? Je sais pas si ça vous concernait vous ou si, un des autres couples qui étaient là, à un moment donné, a pu exprimer des peurs, des doutes ou des émotions, peut-être un peu plus importantes que les autres. J'imagine que ça a été tout aussi bien accueilli, même si vous étiez plus nombreux? Ah oui, oui, après, c'est vrai que les séances en groupe, c'était plus des séances un petit peu théoriques Ouais, sur, voilà, l'allaitement, donc le nombre de jours, pendant lequel il faut que le bébé, il prenne du poids, des choses comme ça, c'était très théorique. d'accord. Après, dès qu'il y avait des questions, oui, oui, c'était très bien accueilli et la sage-femme essayait de répondre au mieux, à ce qu'on lui demandait et aux angoisses. Ouais. Écoute, ça a l'air, d'être un suivi, absolument idéal. Ça l'était, Ça donne envie. oui. Parmi, toutes ces consultations et parmi tous ces cours de préparation aussi, qu'est-ce qui, d'après toi, t'a été transmis ou, proposé, qui pourrait accompagner, la grossesse, ou l'accouchement, qui aurait pu t'aider à te sentir vraiment, prête à aborder le jour J, autant physiquement qu'émotionnellement? Alors, il y a eu, quelque chose de très, très important. Faut savoir que moi, depuis que je suis toute petite, j'adore chanter. C'est vraiment quelque chose qui, Mmh. pour moi, c'est super important. Ça fait partie de ma personne, en fait, hein, et j'avais entendu parler du chant prénatal et du coup, je m'étais dit: «Ben, ça, j'ai vraiment envie d'essayer» et ce qui est chouette à la maison de naissance, Manala, je sais pas si c'est le cas dans toutes les autres maisons de naissance, mais il y a des ateliers, en fait, qui sont proposés, auxquels on peut assister si on a le temps et l'envie et en fait, j'ai fait 3 ateliers de chant prénatal à la maison de naissance et en fait, j'étais intimement persuadée que le jour de mon accouchement, c'était ça qui allait m'aider à gérer les contractions. OK. En fait, je savais que ça allait être les vocalises. J'étais sûre de ça. C'était vraiment une certitude et bon, je vous dirai plus tard, mais ça s'est vérifié. Quand tu parles de ces ateliers, ce sont des intervenants extérieurs sur des temps hors, suivi, on est d'accord? Oui. C'est pas, quelque chose qui a été fait, en prépa avec tes sages-femmes, Non, non, pas du tout. C'était des ateliers auxquels on pouvait s'inscrire si ça nous parlait, parce que le chant prénatal, ça parle pas forcément à tout le monde, hein. Oui, bien Oui, sûr. c'est sûr. Et en fait, c'était une personne de l'école de musique de Célestat qui venait, une professeure de chant ou et même d'instruments, il me semble, qui venait, spécialement pour ça et c'était vraiment très chouette. Trop bien. Il me tarde de savoir, comment ça t'a servi, Tu le vas jour de pas être ton déçu du accouchement. voyage, hein. Et aussi par rapport à tout ça, dans les séances de préparation, peut-être que tu disais tout à l'heure de plus intimes, ont été abordés peut-être des sujets un petit peu plus durs, comme les possibilités, de réorientation, de transfert et éventuellement même de césarienne, ce qui a été, ton cas, comme l'a dit Capucine tout à l'heure. Mmh. Est-ce que vous avez été informés, préparés à tout ça en amont? Oui, alors, tout à fait. Pendant, je sais plus quel cours c'était de préparation, mais en tout cas, effectivement, on nous a dit: «Alors, ça peut très bien se passer, on a des cas qui sont super bien passés et ça peut aussi finir, cette expression, hein, les bras en croix, avec un chant, la césarienne, hein, typiquement, hein, mais en fait, on nous a dit que tout pouvait arriver, mais qu'en soi, c'était tant que ça finissait bien, en fait, il fallait qu'on le vive, pas comme un échec. Enfin, c'est-à-dire que Ouais. l'essentiel finalement, c'est que la maman et le bébé aillent bien, peu importe, Mmh. le chemin suivi et pour moi, je me suis tout de suite imaginé, que ça pouvait arriver. En fait, cette possibilité de césarienne, je l'ai vraiment considérée parce que, dans mon entourage, il y a une personne qui a dû faire une césarienne il y a 2 ans et c'est vrai que en fait, on s'attendait pas du tout à ça, hein, enfin Ouais. voilà, sa grossesse se passait idéalement et voilà, elle a accouché par césarienne et c'est vrai que je me suis dit: «Bah, en fait, ça peut arriver». Même, lors d'une Oui. grossesse en pleine santé, il y a aucun signe, avant-coureur qui dit que ça va Oui. finir en césarienne. Ah oui, oui, c'est tout à fait possible.
J'envisageais très, très sérieusement, la césarienne, je savais que c'était possible. OK. En tout cas, ça fait partie, oui, des informations qui t'ont été délivrées et que tu as pu, assez entendre pour, comme tu dis, considérer et l'avoir en tête, afin d'y être préparé finalement, Oui, tout à au-delà fait. même de l'expérience de la personne, que tu cites. Mmh. Avant justement de rentrer dans le détail, de toute, ton histoire, d'accouchement, est-ce que tu pourrais nous raconter pourquoi et comment tu as vécu, justement cette, réorientation, ce transfert? Tu vas nous expliquer un peu plus précisément, ça, en quelques mots? Alors, pourquoi? La raison est très simple, c'est que monsieur Petit Charles ne voulait absolument pas sortir OK, et donc il a traîné, jusqu'après terme et donc on a dû aller le chercher, on a dû le déclencher et OK. donc en fait, qui dit déclenchement dit, ben, pas de maison de naissance, puisque à partir du moment où on prend, un traitement médicamenteux, ben, ça sort du cadre, d'un accouchement physio, hein, on passe aux pathologies. Tout à fait. Et comment je l'ai vécu? Et ben, finalement plutôt bien parce que, comme dit, l'essentiel c'était le résultat et pas le chemin, en fait, Ouais. sachant que j'avais la préparation derrière, de l'accouchement physio, en fait, je me sentais avoir les armes pour, éventuellement même faire un accouchement physio à l'hôpital, hein. Moi, je me voyais vraiment, comme ça. OK. Donc, je l'ai très bien vécu. Bon, bah, écoute, tant mieux, Ouais. maintenant, je vais te laisser avec, Capucine pour rentrer un peu plus en détail, dans tout ça. Maintenant que tu avais, tous les outils pour, vivre tout ça et que tu avais fait toutes tes répétitions pour le concert, est-ce que tu nous raconterais comment s'est passée, cette, journée? Alors, du coup, donc mon terme, enfin, j'avais dépassé mon terme, de 5 jours. Donc à semaine 41 plus 5, sachant qu'à la fin de ma grossesse, bon, j'étais en pleine forme. J'ai vécu une grossesse idéale. Le suivi à la maison de naissance, comme je vous le disais, c'était parfait. Je me sentais vraiment en confiance et en fait, plus on approchait du terme, plus je me disais: «Ah, il faut qu'il sorte, il faut qu'il sorte». Faut aussi savoir qu'on a fait un gros parcours de PMA avant et que, l'une des sages-femmes m'avait déjà prévenue en disant: «Ouais, vous savez, la PMA souvent, bah, on a tendance à avoir du mal à lâcher. En fait, ça donne des Ouais. bébés qui naissent, tardivement, voire après terme». Donc Ah ouais, j'étais déjà, ouais, apparemment. Alors on me l'a dit, vraiment dès l'une des premières, consultations d'accord. et du coup dans ma tête, je me disais déjà: «Ah, va falloir que tu te conditionnes à le lâcher» et cetera et sachant que du coup l'autre cas, dont je vous avais parlé, une césarienne de mon entourage très proche, le petit était né assez prématurément. Donc en fait, j'avais un espèce de j'étais un petit peu partagée entre, faut pas qu'il sorte trop tôt, donc en fait, jusqu'à la semaine, 35, j'ai serré les fesses, en Ouais, me bien disant, sûr. «Surtout, surtout, surtout ne sors pas», et après, à la 37e, j'ai commencé à respirer en me disant, «OK, il a tenu jusque-là, ça se passe bien, les échos sont top, ça va bien se passer». Sauf que là, après, j'ai fait le chemin inverse en me disant: «Maintenant, il faut que tu sortes». J'ai tout essayé, absolument tout, vraiment tout ce qui était sur internet, les remèdes de grand-mère, toutes les copines qui disaient: «Moi, j'ai fait ça et du coup, ça a marché». Est-ce que tu crois que tu pourrais nous en citer quelques-unes pour, les gens qui sont, coincés dans la même situation? Oui, bien sûr. Alors, il y a la tisane de framboisier, un grand Ouais. classique. On nous a dit alors j'ai fait de l'acupuncture, j'ai fait 2 séances OK. et ensuite, comme on est un peu des fous, on randonne beaucoup, en fait, avec mon mari. On nous a dit: «Il faut marcher et il faut faire du dénivelé». Oui. Donc en fait, j'ai accouché un lundi. Le samedi, donc 2 jours avant, on s'est fait une randonnée avec 550 mètres de dénivelé positif, Ah oui, quand même. 10 kilomètres. Voilà, on était chauds, hein. Surtout toi! Et ouais, bah, moi j'étais mais comme je vous le disais, j'étais en pleine forme jusqu'au bout, hein. Vraiment, je n'ai Ouais, c'est trop bien, hein. pas du tout subi, le 3e trimestre, OK, un peu fatiguée, peut-être un peu lourde, mais vraiment j'étais au taquet, quoi. Et donc on est partis comme ça dans la forêt, on était un peu joueurs, et ça n'a pas du tout marché, hein. Ouais, la preuve. C'est ça, il voulait pas sortir, quoi, hein. Donc du coup, bah, le mercredi, c'était la date de terme. Je me suis dit: «Bon, ça va, il va sortir». Finalement, on avait un suivi du coup, quand on n'arrive pas à enfin quand le travail ne se déclenche pas à terme, il y a donc un rendez-vous à terme dans la maternité, plan B qui, bah, on fait l'échographie, on fait un monito pour voir, si tout va bien et surtout la grosse information, en fait, c'est est-ce qu'il reste assez de liquide amniotique, pour permettre de durer après le terme? Parce que s'il reste pas assez de liquide, ben, il faut sortir le petit, quoi, hein, parce que, il a plus Ouais. de quoi, vivre. Du coup, là, à ce moment-là, on est donc allé à l'hôpital, ils ont fait l'échographie et le monito, tout avait l'air bien. Donc on part pour, durer après terme.
Sachant que si on arrive après terme, on a un rendez-vous à terme +2 à la maison de naissance avec un monito. Ouais. Et ensuite, à terme +4 de nouveau à la maison de naissance avec un monito. J'ai une question, parce que certaines maisons de naissance, il y a et le monito à la maison de naissance et en parallèle une écho à la mater partenaire. Toi, tu t'as pas cité, l'écho. Est-ce que c'est systématique ou pas à Manala, du coup? Alors non, en fait, ce qui se passe, c'est que l'écho se fait à terme, à l'hôpital OK. et après à terme +2 et terme +4, il y a pas de suivi à l'hôpital. Ah oui, d'accord, il y a vraiment que, du coup, le monito, à la MDN. Exactement. D'accord. OK. Et par contre, la particularité de ma maternité, ce qui a pu faire grincer des dents parfois, c'est que en maison de naissance, enfin à Manala en tout cas, ils peuvent, suivre l'accouchement jusqu'à terme +6 Oui. maximum. Si on dépasse, en fait, on va à l'hôpital et par contre, à la maternité de Célesta, ils déclenchent à terme +5. Donc ça fait qu'il y a un jour, si le travail se déclenchait à terme +5 ou terme +6, on pourrait bénéficier d'un accouchement à Manala, Ou pas. mais la maternité de Célesta ils sont prudents, ils déclenchent à terme +5. Mmh. Donc, à l'issue de mon rendez-vous à terme, on m'a dit à la maternité de revenir à terme +5 si le travail ne s'était toujours pas déclenché. Et à ce moment-là, on me déclencherait. Moi, j'avais discuté avec mes sages-femmes, et j'avais dit: «Oh, je vais peut-être essayer de négocier si tous les voyants sont au vert». Je viens avec le sourire en leur disant: «Vous savez, en fait, ça se passe bien. Est-ce qu'on pourrait pas attendre demain? Comme ça, si jamais, par le plus grand des hasards, le travail se déclenchait aujourd'hui, je pourrais encore accoucher à Manala». Enfin bref. Et donc j'avais dit ça en rigolant, et puis, donc j'arrive, c'était donc le lundi, terme +5. Et puis moi, tu sais, enfin, je partais en vacances, quoi, hein. J'avais ma petite valise, mes petits t-shirts, j'arrive à la maternité, un grand sourire. Bon, alors l'équipe de sages-femmes qui était, présente ce jour-là était super, hein, vraiment, elles étaient adorables. Donc j'arrive avec mon plus grand sourire, je leur dis: «Oui, donc vous savez», alors je leur sers tout le discours: «Vous savez, si jamais, l'échographie est bonne, le monito est bon, est-ce qu'on pourrait pas peut-être attendre demain?» Et cetera et cetera. Donc voilà, elles me disent: «Bah, on va d'abord faire l'écho, on va voir un petit peu comment ça se passe». Mais bon, elles étaient quand même pas très chaudes. Par contre, ce qui était chouette, c'est qu'elles ont vraiment essayé de respecter le plus possible le côté physio, parce qu'en fait, il y a plusieurs manières de déclencher un accouchement. On peut soit mettre un ballonnet qui va faire un travail sur le col mécanique, donc il y a pas de solution médicamenteuse et donc Oui. qui pourrait, éventuellement mettre en route le travail, de manière naturelle. OK. Par contre, si on fait ça, c'est quand même, la maternité, qui va Oui. nous suivre jusqu'au bout Tu vas pas puisque retourner à Manala en cours de route? voilà, Ouais. c'est ça. OK. Mais ce qui était vraiment chouette, c'est qu'en fait, elles ont chez nous, c'est ce qu'ils appellent à la maternité de Célestat, les dames Manala. C'est donc des personnes qui sont à la maison de naissance et qui, pour une raison ou pour une autre, se retrouvent à l'hôpital. Ils essayent vraiment, enfin en tout cas pour moi, ils ont vraiment essayé de respecter, le côté, Ah, naturel. c'est cool. Ouais, c'était chouette. Donc ils m'ont parlé de ça et après ils m'ont dit: «Et si jamais ça marche pas, on vous donne des cachets de prostaglandine à prendre toutes les 2 heures». Donc pareil, ça fait un travail sur le col et ça permet d'aider à la dilatation. Ouais. Et ensuite, si j'ai bien compris, mais je suis pas allée jusque-là donc je saurais pas vous dire, quand, c'est bien dilaté et que ça se passe bien, on donne de l'ocytocine de synthèse Ouais. pour vraiment, déclencher les contractions, de travail, enfin les vraies, quoi. Ouais. Donc voilà, on avait bien parlé du plan et moi je les avais aussi rassurées en leur disant: «Vous savez, du moment que le bébé est en bonne santé et moi aussi, je vous suivrai, enfin je vous fais confiance en fait». Voilà, j'étais déjà dans une relation de confiance, avec l'équipe, qui était en place ce jour-là. Parce que voilà, on a tous le même but en fait, hein, même si c'est pas physio, moi je veux juste que mon petit il sorte et que ça se passe bien en fait. Oui. Donc Oui. j'étais pas, figée sur, physio, 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 voilà, c'était pas non plus, un but ultime, quitte à entre guillemets «sacrifier mon bébé» quoi. Bien sûr. Donc voilà, donc moi j'arrive le lundi matin, donc comme je le disais, un petit sourire et tout et puis elles me disent: «Bon, on fait l'écho» et dans l'écho, on se rend compte qu'en fait, là où normalement il devrait y avoir à peu près 5 centimètres autour du bébé de liquide amniotique, il y en avait 2-3 OK. et donc ça veut dire plus beaucoup de liquide, ça veut dire que ça craint. Ouais. Du coup, elles m'ont dit: «Bon, là, le ballonnet, en fait, on n'est pas trop chaud parce que il faut s'activer». Moi, je fais: «OK, pas de souci, comme dit, hein, je vous suis, je vous fais confiance», et donc ils me donnent les premiers cachets de prostaglandine, donc traitement médicamenteux, parce qu'il fallait un petit peu, on va dire, mettre le turbo, mais sans non plus me presser. Enfin, c'était pas une grosse pression, hein. Donc je prends mes premiers cachets
Puis après, entre les 2 heures, on peut retourner en chambre et s'installer tranquillement, dans la maternité, en fait. Ouais. Donc il me donne les premiers cachets, premier monito, tout se passe bien parce que du coup, quand on nous donne des cachets, ils font un monito, qui commence 15 minutes avant la prise et ensuite 45 minutes après la prise pour vérifier que l'effet des cachets n'est pas néfaste sur le bébé, en fait. OK. Donc je retourne en chambre et alors, donc comme je vous le disais avant, mon conjoint est prof et lui, il avait cours de 8 heures à 12 heures et je lui avais dit: «Franchement, si on me déclenche», moi j'avais entendu des trucs horribles, genre 36 heures, 72 heures, je m'étais dit: «Là, on est parti pour la semaine, quoi, hein, donc ça va pas se passer, entre 10 heures et 12 heures si tu veux, donc va à ton cours» et après, il avait pas cours l'après-midi, tu me rejoins à midi tranquillement et on fait la suite ensemble. Mais si, comme les congés paternité sont déjà pas si longs que ça, si on peut avoir un jour de plus avec, Charles, ce serait bien, quoi. Donc lui, il va à son cours, moi je fais ce qu'il faut avec les cachets et puis, je vais dans la chambre et vraiment je me croyais en vacances, hein. Je pose tous mes t-shirts sur une étagère, je me dis: «Voilà, on a une vue sur», chez nous, on a un château qui s'appelle le Königsbourg et il m'avait donné une chambre avec vue sur ce château. J'ai fait des petits selfies de moi avec un grand sourire en mode: «Ça y est, les gars, j'y vais, on est bien et tout», J'avais même fait un petit groupe WhatsApp de tous mes proches en leur disant, «Voilà, je vous raconte tous les détails de mon accouchement, parce que vraiment ça va être une super journée» et cetera. Voilà, génial. Donc du coup, je revois les photos aujourd'hui, ça me fait un petit peu sourire, hein. Donc ensuite, à midi, tout allait toujours bien. On a même réussi à avoir un plateau repas pour, mon conjoint, et puis, je lui dis: «Regarde, c'est génial, on est en vacances, on a le repas, on est logés et cetera», voilà, super. J'ai mis les t-shirts ici, voilà. Je vous donne pas plus de détails, mais vous voyez un petit peu le genre, quoi, hein. C'est Airbnb party, quoi. Et puis, je devais revenir à 13 heures pour les prochains cachets et donc là, j'y retourne, ils font un premier monito. Ils me donnent les cachets et puis on continue le monito et là, en fait, on commence à voir des trucs pas cool sur le monito. Donc en fait, on voyait les contractions et en même temps que chaque contraction, on voyait que le cœur du bébé ralentissait, en même temps que la contraction. Ouais. Et au début, moi, je remarquais pas trop. C'était les sages-femmes qui me disaient, «Bon, là, il est un peu en train de faire des bêtises, votre bébé, on comprend pas trop». Et à un moment, parce que le monito, du coup, ça fait quand même, on entend le bruit du cœur et à un moment, j'ai une contraction et là, on entend vraiment le Ah ralentissement. ouais. C'est-à-dire que un bébé, normalement, il doit être à 140. Là, on est carrément passé en dessous de 99, quoi. OK. Ah ouais, dur. Et là, je regarde Guillaume, du coup, et je lui dis: «Là, il y a un problème, je pense, je comprends pas, et les sages-femmes rentrent en trombe dans la pièce. Elles me disent: «Bon, déshabillez-vous, on va vous mettre la blouse de l'hôpital et vous mettre une perfusion à eau, au cas où». Au cas où quoi? Bon, j'imagine bien ce qui suit, hein. Si on nous met la blouse de l'hôpital, ça veut dire, opération en urgence. C'est là que j'ai commencé à me dire, «Peut-être que ça va pas se finir comme je pensais». Mais bon, ils me mettent la blouse, ils me mettent la perfusion, OK, et puis bon, le monito était pas toujours toujours pas génial, mais c'était pas encore, vraiment, super inquiétant. Ils nous ont dit: «On va vous changer de pièce» parce qu'on était dans une salle de naissance un petit peu sombre et un peu par superstition, on nous a dit: «On va vous mettre dans une salle un peu plus ensoleillée, peut-être que ça va aussi aller mieux». En parallèle, mes contractions, elles commençaient quand même à devenir un peu dures. Je commençais vraiment à les sentir et c'était déjà difficile alors que c'était les premières. Donc je leur ai demandé, si je pouvais me mettre sur un ballon, parce que voilà, on m'avait bien appris en maison de naissance que, si on se mettait assise, qu'on faisait certains gestes et cetera, en fait, ça aidait. Et là, j'ai commencé, mes vocalises. Alors, au début, c'était des petites vocalises. Je me disais: «Ouais, j'ai l'air un peu ridicule, en plus, les sages-femmes ici, elles connaissent pas trop, le chant prénatal. Elles vont se dire: "C'est quoi cette nana?", n'importe quoi» et cetera. Donc j'ai commencé vraiment timidement en me disant, «Bon, dès qu'elle est sortie de la pièce, je fais des petits «ah» et puis on verra». Et effectivement, j'ai constaté que ça m'aidait, hein, les vibrations, graves, ça aide vraiment à gérer la contraction. En tout cas, moi, ça m'a aidée, comme je le pensais. Du coup, on était dans cette salle ensoleillée et comme par magie, le monito, ça allait mieux. Donc on s'est dit: «Ah super, ça doit être, la pièce, voilà, vous pouvez La retourner en chambre». superstition. Ouais, c'est ça, mais vraiment, Et ils t'ont accordé la liberté de mouvement, que tu voulais là, avec le ballon et tout ça?
Oui, 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 vraiment. En plus, la sage-femme, m'avait choisi le ballon qui correspondait parce qu'en fait, Mmh. quand on se met sur un ballon, il y a une histoire de genoux, il faut que ça fasse un angle droit, que Oui. les genoux soient un peu plus haut que les hanches et elle m'avait vraiment fait tout un cours là-dessus, en me disant: «Voilà, vous savez les ballons et cetera, il faut vraiment se mettre comme ça et d'ailleurs, je vais vous en donner un qui vous correspond, par rapport à la taille». Trop bien. J'avais même pu le prendre en chambre et tout, hein, parce qu'entre 10 heures et 13 heures, du coup, j'étais sur mon ballon, je faisais des Ouais. des petits des petits mouvements, voilà. Et par, ailleurs, elle m'avait prescrit un traitement homéopathique. Donc c'est des cachets à prendre toutes les 15 minutes, enfin pas des cachets, des petites, pilules, Des homéopathiques. granules, ouais. Ouais, des granules qui permettent, d'aider le travail, enfin à déclencher le travail. Donc j'avais envoyé, mon petit mari me chercher ça à la pharmacie, entre le monito de 14 heures et le suivant. Parce que du coup, j'étais revenue à 13 heures, mais j'étais restée branchée bien 1 heure et demie parce que le monito faisait pas ce qu'on voulait. Donc tant que ça se passe pas bien, on nous laisse pas partir en fait. Enfin on nous laisse pas aller en Ouais. chambre. Donc retour en chambre, là je commençais plus à marcher droit, hein, c'était compliqué, j'avais mal et j'ai dit à mon conjoint, j'ai dit: «Maman, va à la pharmacie et surtout, mets un réveil, mets-moi les granules dans la bouche, fais quelque chose, mais je veux plus rien avoir à gérer, mentalement. Je veux pouvoir me concentrer pour me mettre dans ma bulle». Parce que, préparation maison de naissance, on se met dans sa bulle, on a sa petite playlist. Alors moi j'avais ma playlist que j'avais travaillée pendant 9 mois, tout était prêt quoi, hein, Mmh. donc j'ai mis mes écouteurs, j'étais dans ma playlist, j'étais dans ma chambre, sur mon ballon, en train de me dire: «On se concentre», je faisais des A, enfin voilà, j'étais à fond quoi, hein. Et donc mon mari revient, il met les réveils toutes les 15 minutes pour me donner les granules et puis, voilà, c'était déjà l'heure, 18 heures de retourner, faire la suite. Et là vraiment, moi ça commençait à devenir, vraiment difficile et je commençais à me dire: «Purée, les femmes, c'est héroïnes, qui arrivent à accoucher comme ça, physiologiquement». Enfin, je commençais déjà à me dire, «Ça va être dur, quoi». Parce que ça faisait vraiment mal et je savais que c'était les premières contractions. Donc je me disais: «Mais comment je vais tenir?» Ouais. Puis je revoyais, mes amis déclencher qui me disaient: «Ça a duré 36 heures» et là je me suis dit: «Ah oui, non mais 36 heures, jamais je tiendrai 36 heures comme ça, c'est impossible». Donc Ouais. aujourd'hui j'en parle en rigolant, sur le moment je rigolais pas trop, hein. Ah oui, j'imagine, J'imagine. oui. Voilà, donc du coup on arrive, de nouveau en salle de naissance, 18 heures. On me refait le monito et puis déjà avant la prise des cachets, il était de nouveau il y avait de nouveau ce problème de cœur en difficulté, pendant la contraction. Donc c'était déjà pas terrible et là, je ne sais pas, s'ils m'ont donné les cachets suivants ou pas parce qu'il y a vraiment eu un moment de flou artistique parce que moi j'avais mes contractions qui me faisaient super mal. On passe l'heure accrochée au monito, et là, pour le coup, on m'a quand même dit, «Oui, mettez-vous dans cette position». Enfin, on m'a un peu demandé de changer de position et moi, j'avais beaucoup de mal parce qu'il fallait gérer les contractions et quand il faut gérer une contraction, c'est hyper chaud de se dire: «Et maintenant, je vais me mettre sur mon profil gauche, parce que, Ouais. voilà». Enfin, je comprends l'idée, mais c'est vrai que c'est pas vraiment ce que j'avais prévu, quoi. Et puis à 19 heures, j'avais vraiment très envie de faire pipi et j'arrêtais pas de leur dire: «Je dois faire pipi, je dois faire pipi». Et donc il y a eu le changement d'équipe, avec les nouvelles sages-femmes. En même temps, elles ont dit: «Ben, on vous laisse aller aux toilettes et on vous fait un examen du col pour voir où est-ce que vous en êtes». Et donc là, je vais aux toilettes, c'est horrible, j'arrivais pas à marcher, enfin, c'était vraiment affreux. Et puis je vais me ils regardent mon col et là, gros suspense, j'étais à 1,5. Oh là Et là! là, j'ai regardé mon mari et je lui ai dit: «Je vais mourir en fait, je vais mourir. Vraiment là, je sais pas comment je vais faire, ça veut dire qu'il faut encore faire 9 fois ça». Alors que je savais très bien que ça pouvait aller très Oui, oui. vite, mais sur le coup, en fait, on se dit juste: «Là, c'est pas Ah, c'est possible». démoralisant quand même. Ah Oui, oui, ouais, oui, ah Surtout je quand, comprends tout à tu fait, es ouais. dans une douleur, assez forte comme celle que tu as l'air de décrire. Oui ouais, et non, puis le c'était déclenchement, on le sait quoi, ça fait mal Oui, et oui, c'est ça. c'est ça. C'est assez après soudain. autant d'heures. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc là, 1,5, il fallait entre-temps se remettre, branché au monito. Donc moi, j'essaye de gérer une contraction contre le mur, en me disant: «Ah, il faut que je gère ça et tout». Et là, bon, une petite pression quand même, de la nouvelle équipe de sages-femmes en me disant, «Bon, là, pendant que vous êtes en train de gérer votre contraction, en fait, on n'écoute pas le cœur de votre bébé, donc revenez au monito». Et là, j'ai trouvé ça rude parce que je me suis dit: «Mais ouais, j'essaye juste là de de survivre De un peu, survivre, ouais. j'arrive, mais juste laissez-moi le temps». Donc on me rebranche au monito et là, troisième paramètre voilà, je m'attendais pas à ça, mes tensions commencent à être élevées. Donc je fais du 16, du 17, enfin voilà, des grosses tensions et du coup, on me branche aussi un brassard qui se serre à peu près toutes les 10 minutes
pour me reprendre des tensions. Mmh. Donc en fait, moi j'étais partie, sur une préparation, genre, lâche prise, tu ne te soucies pas des chiffres, tu n'écoutes pas le monito, sachant que moi je suis une angoissée des chiffres de base. Je suis vraiment, dans ma vie, j'anticipe tout, je vis en chiffres en Ouais. fait. Je l'ai pas dit avant, mais je suis informaticienne et vraiment les chiffres, ça fait partie de ma vie, voilà. Et là, dans cette préparation à la maison de naissance, je m'étais vraiment, fait une idée de, la bulle, il faut tout oublier le reste, on sait faire, on est capable de, voilà, enfin, tout ce que vous connaissez. Et là, on me branche plein de choses et j'entends des monitos, je vois des chiffres, j'entends des tensions et en fait, ça m'a vraiment remise dans Ouais. enfin, ça m'a renvoyé ma personnalité, en pleine figure en me disant: «Ben, là, maintenant, il y a des chiffres et surtout, il faut que tu gères les contractions, que tu fasses attention quand la tension, elle est prise de ne pas, trop parler, de pas être» enfin, voilà. C'était vraiment dur. Franchement, je me suis dit: «Là, Ouais, j'arriverai ça fait un pas, cumul de le cœur de beaucoup de mon Ça fait choses. beaucoup de bébé, choses, ouais. c'est ça, le cœur de mon bébé va pas bien, ma tension va pas bien et entre-temps, du coup, les vocalises se sont transformées en concerts. Vraiment, là, là, c'était plus, «Oui, il y a une sage-femme dans la pièce, est-ce que je vais y arriver?» C'était: «Peu importe qui il y a dans la pièce, je pense que tout l'hôpital a entendu que j'étais en train de chanter des A tout graves». Et ils ont même fait une blague à un moment pour essayer de détendre l'atmosphère en disant: «Bah, vous allez nous faire un concert après, hein». Du coup, je leur ai dit: «Alors d'abord j'accouche et après on en discute, hein, parce que là vraiment, voilà, c'est dur». Et du coup, après quelques tensions vraiment pas bonnes, on m'a dit: «Bon, là, on est désolé, mais il va falloir poser une péridurale sur ordre médical parce que, bah, ça fait baisser les tensions et on peut pas se permettre de vous laisser comme ça, enfin, c'est dangereux, en fait». Donc moi, je l'avais pas demandé la péridurale, mais j'étais pas contre parce que en fait, déjà, ça faisait super mal les contractions et ben, les tensions, c'est jamais très bon, hein, enfin d'aller aussi haut. Ouais. Ouais. Et par ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que la péridurale permet aussi ensuite si on part en césarienne, de ne pas être, en anesthésie générale. C'est-à-dire que comme ils ont déjà branché le tuyau Mmh. qui Oui. permet de donner les produits, bah, ils peuvent, rapidement donner l'anesthésie locale et donc nous permettre finalement d'assister quelque part à la césarienne Oui. et de pas être en anesthésie générale. Donc moi, je comprends tout ça, sur le moment, hein, j'avais pas du tout ces infos-là parce que bien que j'imaginais pouvoir, partir en césarienne, je m'étais pas du tout renseignée sur, comment ça se passe. Oui. OK. Donc là, ils rentrent tous dans la pièce, l'anesthésiste, tout le monde et ils font sortir mon mari, en disant: «Ben, voilà, il peut pas assister à la mise en place de la péridurale». Et là, j'ai une petite sage-femme, stagiaire, qui arrive et qui enfin, j'oublierai jamais. Elle m'a fait des points d'acupression sur les mains, parce que quand on nous pose la péridurale, il faut être dans une certaine position, pas trop droite, mais pas trop arrondie, enfin, voilà, c'était vraiment difficile parce que j'avais des contractions en parallèle et du coup, gérer le tout, Oui, c'est ça, entre la taille du ventre, les c'est ça, contractions, c'est ça. Et en fait, je faisais des vocalises, mais de dingue et elle m'a pris les mains, elle m'a fait les fameux points d'acupression, dont on avait déjà parlé en maison de naissance et elle m'a dit des mots tellement bienveillants en disant: «C'est super ce que vous faites, c'est génial, vraiment continuez comme ça» et en fait, il y a eu comme une bulle, enfin, que j'oublierai jamais en fait entre elle et moi et j'arrêtais pas de lui dire: «Est-ce que là ça va? Est-ce que vous pensez que là ils ont fini? Est-ce que si? Est-ce que ça? Et attention, j'ai une contraction», je le disais en chantant, enfin je vais pas vous faire le concert ici, mais voilà, j'étais vraiment dans un état, c'était terrible et finalement, donc ils ont réussi à me poser la péridurale et là, ben, forcément, la magie de la péridurale, je sentais plus les contractions. Par contre, je sentais encore mes jambes, enfin elle était bien dosée, hein, la péridurale, mais c'est vrai que du coup là, je me suis dit, «OK, c'est le moment où je vais dormir en fait. Je vais me reposer» parce que j'avais toujours en tête les 36 heures, enfin voilà et je m'étais dit: Oui. «S'il y a encore 2 jours à tenir comme ça, juste on va dormir maintenant parce que sinon on va être super fatigué quoi». Et donc j'envoie mon mari qui était de retour, je lui ai dit: «Maintenant, va manger quelque chose, enfin voilà, tu reviens, laisse-moi dormir» et lui était là: «Quoi? Mais c'est un scandale, je vais pas aller manger pendant que toi tu es là, je vais pas partir». Et là, toutes les sages-femmes lui ont dit: «Si, si monsieur, parce que vous savez, il y a beaucoup d'hommes quand même qui s'évanouissent pendant l'accouchement, parce qu'ils ont pas assez mangé et tout». Donc voilà, elles l'ont un petit peu, aidé à partir manger. Et donc là, on arrive à 20h et je leur dis: «Écoutez, mettez-moi le monito en silence pour que j'entende pas s'il y a des ralentissements et des choses comme ça». Parce que je savais qu'on était très surveillés, hein, que s'il y avait un problème, forcément ils allaient arriver. «Laissez-moi dormir».
Donc toujours dans l'idée de, le moins de chiffres possible s'il vous plaît, laissez-moi dans ma bulle, il faut que je m'économise parce que j'en aurai besoin après. Donc c'est un peu mon côté Mmh. anticipation, qui a refait surface. Tu savais à combien tu en étais à ce moment-là ou pas? Ou Non, ils en avaient pas fait, refait d'examen? ils m'ont fait seulement 2 examens, un le matin quand je suis arrivée et un, quand je vous l'ai dit avant là à 19h, Ah ouais. où j'étais à 1,5. Donc vraiment très peu Ouais. d'examens. Et donc ils sont tous sortis de la pièce, ils m'ont laissée, ils ont même éteint la lumière, enfin voilà vraiment ils ont respecté, mes demandes. Et donc il y a 1 heure qui passe à peu près et là 21h, il y a 6 personnes qui rentrent dans la pièce, anesthésiste, gynéco, enfin là je savais que ça allait pas enfin que ça allait partir en césarienne. Enfin je l'ai senti en fait quand ils sont rentrés. Donc moi j'avais pas suivi, le monito puisque j'essayais de dormir et j'ai eu la chance de revoir les monitos après. En fait, j'ai pu faire un débrief avec la sage-femme qui était de garde et qui était super, celle qui m'a accueillie le matin d'ailleurs. Et en fait, on a pu comprendre ce qu'il y avait de différent entre l'après-midi où le cœur ralentissait au moment de la contraction et le soir où tout le monde a dit: «Maintenant on y va». En fait, c'est que, le cœur ralentissait mais après la contraction. OK. Donc en fait, il y avait la contraction et on le voyait vraiment sur les monitos. Elle a repris tout le monito avec moi. Elle a dit: «Voilà, donc à ce moment-là, on commençait à s'inquiéter. À ce moment-là, on s'est dit: "Bon, on va attendre la prochaine, mais si la prochaine, c'est pareil, on y va"». Et là, on est venu. Et donc on a vraiment pu refaire tout un récap de pourquoi Ouais. maintenant, en fait. Et donc la gynécologue m'a expliqué très, très bien en me disant: «Voilà, en fait, là, le monito, il nous plaît pas, vous avez plus beaucoup de liquide et vous n'êtes dilaté qu'à 1,5. Donc en fait, si vous étiez à 8 ou 9, on aurait serré les fesses et on y serait allé. Mais là, à 1,5, le chemin est trop long en fait. Le bébé pourra pas Mmh. attendre». Oui. C'est voilà. Et elle a dit: «Je préfère opérer quand c'est pas si urgent que quand ça va vraiment devenir urgent». Oui. Donc c'était un code orange, pas un code rouge, mais quand même, OK. c'était quand même maintenant qu'il fallait y aller. OK. Et du coup, moi, je leur ai dit, quelque part, c'était un soulagement aussi pour moi parce que je me suis dit: «Il va sortir maintenant, je vais pas avoir de nouvelles contractions à gérer. De toute façon, le col a pas du tout l'air de travailler». Donc vraiment, quand ils m'ont dit césarienne, j'ai dit: «Allez-y, vraiment, Ouais. pas de OK. problème». Et puis je leur faisais OK. assez confiance puisque toute la journée, ils m'avaient prouvé qu'ils respectaient vraiment, mes demandes, en fait, hein, finalement. Je me permets une petite, parenthèse avant que j'oublie. Tu viens de dire que du coup, le cœur finalement ralentissait plus pendant la contraction, mais après la contraction. Est-ce que tu peux dire, pour les personnes qui nous écoutent, qu'est-ce qui fait que justement c'est plus alarmant? Alors, j'ai pas tout à fait compris parce que moi, on m'a juste dit: «C'est plus alarmant», mais logiquement, on va dire, je pense que c'est parce que, si le cœur ralentit pendant la contraction, ben, voilà, il y a un ça se serre et forcément, s'il y a une pression sur le cordon, des choses comme ça, bah, ça s'explique quelque part. C'est pas génial, mais ça Mmh. s'explique. Oui. Mais par contre, le fait que ça soit après, ça veut dire qu'on n'a pas de contrôle sur, le cœur du bébé. C'est-à-dire qu'il ralentit, mais est-ce qu'il va reprendre son rythme normal? Ben, on sait pas puisque ça se fait après la contraction, il y a plus de contraction donc en fait, c'est comme s'il y avait un ralentissement et que, ben, potentiellement ça peut durer, quoi. Oui. Et ça, c'est pas Oui, bon, oui, hein, tout à fait. enfin, de ce que je comprends, hein. Oui. Ouais, non, c'était savoir justement, et ta compréhension et si éventuellement tu avais eu, des points, médicaux qui t'avaient été spécifiquement, Bah, dits moi, on ou m'a pas. juste dit: «Ça craint vraiment quand, ça arrive et c'est là qu'on sort, l'urgence, quoi». Ouais. Donc voilà. OK, OK. Et donc du coup, on est parti au bloc. Alors, moi, j'étais assez soulagée et du coup, ma manière finalement de gérer, les urgences et les paniques comme ça, c'est de faire un peu d'humour, hein. Donc du coup, j'ai commencé à dire: «Ah mais c'est génial, c'est comme dans Grey's Anatomy», on voyait les lumières défiler au plafond, j'avais l'impression d'être dans la série, quoi. Mmh. Et du coup, l'anesthésiste était super sympa. Vraiment, il m'a rassurée tout le long quand il m'a injecté les produits parce que du coup, j'ai eu super froid et j'ai commencé à trembler, mais vraiment fort. Alors est-ce que c'était un tremblement de stress ou de froid? Je sais pas, mais en tout cas, j'arrivais pas à m'arrêter de trembler. Après, il est assez typique comme tremblement, hein, de ce que je sais, sur les césariennes, C'était assez impressionnant parce que ouais. tu contrôles pas, en fait. Tu trembles, mais tu sais même pas pourquoi. C'est indescriptible. Donc lui, il m'a rassurée et surtout, il y avait la question de, est-ce que mon mari peut assister ou pas? Mmh. Et les sages-femmes Mmh. disaient toutes: «Nous, on pense pas, enfin voilà, là, c'est quand même une césarienne en urgence, on pense pas que ça puisse marcher». Et en fait, l'anesthésiste, qui était vraiment adorable,
D'un coup, il me dit, «Ah bah, je vais chercher Chatsi». Alors, on est en Alsace, hein, Chatsi, ça veut dire chéri dans l'alsacien, voilà. Et J'étais en du train de coup, me dire: «Il le connaît ton mari?» ouais, mais non, mais Pas du pas tout. du tout. Et du coup, il me dit: «Je vais chercher Chatsi». Alors, une petite anecdote, moi je pensais qu'il disait: «On va chercher le bébé», donc Chatsi, parce qu'un bébé c'est aussi un chéri, enfin voilà. Oui. Donc en fait, je lui disais, «Et il s'appelle Charles», parce que j'étais tellement en mode, «On va le sortir de là et déjà c'est une personne, on lui donne un prénom, il s'appelle Charles, sachez-le tous, vous êtes en train de sortir Charles». Et du coup, il pensait que mon mari s'appelait Charles. Donc en fait, il est venu Le voir mon quiproquo. mari, mais oui, il est venu voir mon mari et il lui a dit: «Chatsi Charles, vous allez aller au bloc et tout», et il arrêtait pas de l'appeler Chatsi Charles. Et du coup, mon mari est arrivé un peu sonné parce qu'on lui avait dit: «Non, tu pourras pas assister», mais en fait, tu peux assister quand même. Et en plus, on l'appelle Charles. Oui, c'est ça. Et du coup, personne n'a rien compris. Et après, j'ai expliqué, j'ai fait: «Non, mais en fait, lui, c'est Guillaume, c'est pas Charles». Et donc plus personne comprenait rien, mais disons que ça a un petit peu détendu l'atmosphère aussi, au bloc, parce que c'était quand même un moment un peu stressant, quand on te dit, «Maintenant, tu pars te faire opérer, Forcément. dans 15 minutes, ton bébé est là, on sait pas si ça va bien se passer», enfin, Ouais. voilà. Et du coup, alors, ch le vrai Charles, du coup, est sorti, en 15 minutes et on a pu le voir, Le vrai oui, Charles. bah, voilà. Pardon. Excuse-moi. Pas de souci. Et donc il a pu sortir, en 15 minutes, on l'a entendu pleurer, donc là déjà gros soulagement, il respire, enfin voilà, ça se passe bien. Et ils nous l'ont posé de notre côté du champ pour nous le présenter en Ouais. fait. Donc on était super émus et il était un petit peu foncé. Et en fait, on nous a expliqué après coup que vraiment on avait bien fait d'opérer parce que, quand ils avaient ouvert, ils avaient vraiment vu que déjà il y avait plus du tout de liquide. Donc là où on pensait qu'il y en avait encore un Ah peu, oui, il y OK. en avait plus. Et en plus, il avait déjà fait des selles dedans. Et en OK. plus de ça, Ah oui, il avait OK. déjà commencé à les avaler, ce qui est vraiment très, très, très mauvais pour le bébé. Oui. Donc vraiment, c'était le Ouais. moment. Ils ont vraiment Mmh. géré et surtout ce qui était précieux, c'est qu'ils nous ont vraiment bien expliqué plusieurs fois que c'était le moment, qu'ils avaient fait ça parce que, il y avait ces facteurs-là et que quand ils ont ouvert, ça s'est vraiment confirmé que c'était le moment, en fait. Mmh. Du coup, gros soulagement pour moi, de l'entendre, de voir. Et après, du coup, ben, moi, j'étais super contente aussi que Guillaume puisse aller donner les premiers soins parce que, du coup, c'est lui qui a fait le pot à pot, qui a changé, enfin, fait les premiers soins de Charles. Et je savais qu'il était entre de bonnes mains, en fait. Donc Oui. je me suis fait recoudre tranquillement, enfin, l'esprit tranquille en me disant, «Voilà, Charles est avec Guillaume, ça se passe bien et moi, maintenant, je vais juste, me reposer un peu avant la tétée d'accueil, quoi». Et donc du coup, après, ils m'ont amenée en salle de réveil et ils m'ont ramené, et Guillaume et Charles, donc mes 2 chatsis. Et en fait, Charles a pu, faire la tétée d'accueil, alors même que j'avais fait une césarienne, ils me l'ont mis au sein et on a tout de suite essayé de le faire téter, en fait, hein. Et il allait Oui. bien et c'était merveilleux. Franchement, c'était un moment Trop incroyable. bien. Et puis tu as eu la chance de les avoir en salle de réveil, c'est pas toujours le cas en Ouais. césarienne, Mmh. de ce que j'ai compris, parfois il faut attendre 3 heures avant de récupérer ses Mmh châssis. mh. Bah, là, je pense qu'il y a eu 1 heure de couture, on va dire. Et après ils Oui. m'ont directement ramenée et Guillaume et Charles ont mis, ouais, je pense, j'avais pas la montre, mais ils ont mis une vingtaine de minutes, je pense, à arriver. Et après ils étaient là et ils m'ont Ouais. plus quittée, ils m'ont ramenée en chambre, dans mon lit, j'avais Charles avec moi, parce que dans les couloirs, il fait un peu frais. Donc forcément un petit nouveau-né comme ça, ils me l'ont laissé Oui. sur moi et ils nous ont tout de suite ramenés ensemble en chambre, ils ont mis Charles dans son petit lit et on a pu passer la première nuit, ensemble parce que du coup, il est né à 21h46. Donc on a pu, Oui. enfin, c'était le soir, en fait. Donc on a pu, passer la nuit tous les 3, Ouais. un peu sur notre nuage. Bon, moi un peu dans les vapes, hein, forcément, puisque je me réveillais de l'anesthésie, Oui. mais c'était chouette. Trop bien. Et tout à l'heure, tu nous parlais donc, de ton compagnon, qui est, allé chercher les granules, qui est allé, manger un coup, qui est allé Mmh. de tous ces va-et-vient, mais je voulais savoir, comment il avait pu lui, t'aider, t'accompagner pendant tes contractions, à t'aider à gérer tout ça, au milieu de ces bips et de ces Alors on monitoring? a on a été à tâtons, hein, parce qu'on savait pas trop, mais on s'était beaucoup préparé, en me disant, Mmh. ben, avant il m'avait
pendant plusieurs semaines. Il m'avait fait beaucoup de massages, beaucoup de voilà, c'était des choses qu'on nous avait un petit peu, aussi suggérées à la maison de naissance. Donc on avait beaucoup travaillé le sujet, hein, en se disant: «On fera comme ci, on fera comme ça». Et finalement le jour J, quand je faisais des A, alors il était venu à un cours de chant prénatal avec moi. Il a essayé de faire des A en même temps que moi. On a beaucoup essayé, ensemble et au bout d'un moment, quand c'est devenu très douloureux, je lui ai dit: «Écoute, j'arrive pas quand tu chantes en même temps que moi, c'est pas possible. Mais par contre, tu peux me faire» alors c'est ce qu'on appelle, des guilis chez nous, je sais pas si ça vous parle. C'est des petites chatouilles, toutes douces en fait, avec les doigts sur la peau et j'ai dit: «Tu peux me faire ça dans le dos quand, j'ai pas de contractions. En fait, pendant le temps de repos, tu Oui, me fais ça dans le dos et ça me détend en fait et du coup, la oui, vague suivante est un peu moins violente, on va dire». oui. Tu libères un peu d'ocytocine, quoi, C'est ça et potentiellement. puis ça et puis me donner les granules, enfin tout ce qui est charge mentale en fait. Prendre en charge lui, pour que moi je puisse me concentrer uniquement sur mes contractions et après, entre les contractions, bah, m'aider à me détendre en fait. Ouais, je vois. Et je me demandais aussi, donc tu nous as dit que tu étais allée au AJ+5, que du coup là, il s'avère qu'il y avait 3 centimètres au lieu de 5 de liquide amniotique et que donc du coup, ils choisissent de te garder. Est-ce que tu as eu l'occasion, avant qu'ils te gardent ou au moment en tout cas où ça se décide de d'appeler tes sages-femmes de la maison de naissance, de voir avec tes sages-femmes de la maison de naissance ou d'avoir un lien avec elles? Pour faire un choix ou à ce moment-là, toi ça t'allait et du coup enfin voilà, comme tu disais, tu faisais confiance et ça suffisait. Comment ça s'est passé par rapport au lien à la maison de naissance? Alors, en fait, je leur avais de toute façon dit que je leur enverrais des SMS, tout au long de la journée, pour les détails, mais que en gros, j'étais OK avec l'idée d'être déclenchée à J+5. Elle m'avait dit: «Sinon, ce que tu peux faire, c'est aller dans une autre ville qui est pas très loin de chez nous, hein, à une vingtaine de minutes, parce que la maternité de cette ville-là», donc c'est Colmar, «permet de déclencher à J+6». Donc du coup, ça permettait de OK. gratter, on va dire, le jour, que j'avais pas. Sauf que en fait, nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait, la visite de la maternité à Sélestat. On avait vraiment, notre plan B en tête, c'était Sélestat. C'est à 5 minutes de chez nous et voilà, moi, j'étais beaucoup plus Mmh. à l'aise dans cette maternité que dans une maternité que je connaissais pas. Enfin, là, pour le coup, j'avais peur que ma bulle, elle existe même pas, en fait, si j'allais ailleurs Mmh. et Oui. j'avais dit à ma sage-femme, «Pour un jour, je pense que le jeu n'en vaut pas la chandelle, en fait». Je préfère me dire: «Je vais me Oui. faire déclencher à Sélestat, mais au moins je connais la maternité, je connais un peu l'équipe» parce que du coup, on y avait déjà été plusieurs fois, avant pour des inquiétudes, des urgences. Enfin, j'étais un peu tombée sur le ventre et des choses comme ça. Donc on y était déjà allés 2 fois. Donc on était quand même à l'aise finalement avec, l'équipe qu'il y avait là-bas. Oui. Donc voilà, mais par contre, tout au long de la journée, on les a quand même, informés, nos sages-femmes de Manala, en leur disant: «Bah, là, il se passe ça, là, il se passe ça» et puis, ben, finalement, il est né par césarienne, parce que, toutes les raisons que j'ai évoquées avant, quoi. Oui et puis l'histoire prouve, que tu as bien fait de rester dans Oh cet oui. hôpital, vu l'expérience que tu y as Mmh mh. vécue, ça reste, vu les conditions, ça reste une expérience, plutôt, très Bah, nous, en tout cas, on en est sortis très satisfaits et pour le suivi qu'il y avait après aussi, parce que, la maternité de Célestat a un label, Amis des bébés et en fait, ils sont très, très, très pro allaitement et ils nous ont vraiment aidés, mais tout ce qu'ils ont pu pour faire fonctionner l'allaitement parce que quand on accouche par césarienne, il y a un petit jour de décalage, sur la mise en place de l'allaitement et la montée de lait. Du coup, ouais. c'est Oui. difficile, enfin, faut s'accrocher et ils nous ont vraiment aidés, mais alors, enfin, nous, on a vraiment mangé à tous les râteliers, hein, c'est ce qu'on dit, hein. C'est qu'on a bénéficié, du suivi de la maison de naissance qui était juste incroyable. Enfin, la préparation, on se sentait préparé comme jamais et ensuite du suivi de la maternité pour, les 5 premiers jours, du coup, suite à la césarienne et pour l'allaitement et encore après, du suivi de la maison de naissance, pour, ben, le suivi à la maison. Enfin, nous, on a vraiment pris tout ce qu'on avait à prendre partout, quoi. Tout ce qu'on C'est vous ça. offrait. Et du coup, de ce que tu nous en dis, donc souvent quand on parle donc c'est ce que tu disais au début, il y a ce sentiment d'échec qui peut naître, ce sentiment de frustration avec, la césarienne puisque c'était quand même pas le projet initial. De ce que tu en dis, ça n'a pas été ton cas. Est-ce que tu peux définir, ce qui t'a aidé à vivre cette naissance plutôt Ben, positive? j'en ai brièvement parlé au début de l'épisode, mais ça a été un long parcours pour avoir ce bébé. On a dû faire une PMA, on a attendu 2 ans et c'est une PMA très particulière parce que c'est une FIV don d'ovocytes, parce que je suis atteinte d'une maladie, enfin j'ai plus d'ovocytes en fait. Donc du coup, on n'était pas sûr un jour de pouvoir avoir un enfant
Finalement, le miracle est arrivé parce qu'on a réussi à le concevoir, hein. Et du coup, comme le début de la grossesse a été très, très médicalisé avec des injections de progestérone que je me faisais tous les jours, enfin des choses vraiment très lourdes, je suis aussi allée vers la maison de naissance pour aller vers un peu moins de médicalisation. Et au final, la fin de ma grossesse a fini très médicalisée. Mais aujourd'hui, en fait, j'ai un bébé en excellente santé et ça, c'est juste, merveilleux. Et le fait d'avoir autant galéré pour l'avoir et d'avoir été déjà autant assistée médicalement, dès le début, en fait, ça m'a aussi aidée à vivre le fait que l'accouchement se soit fait de manière très médicalisée. Je me dis: «Ben, voilà, en fait, de Oui. toute façon, si maintenant on avait été il y a un siècle, j'aurais déjà même pas pu avoir d'enfant. Et si la grossesse avait été à terme, je pense qu'il serait mort in utero. Donc en fait, aujourd'hui, je me dis: «Mais merci la médecine, quoi». C'est Oui. un peu ce qu'ils nous disent dans La naissance en BD, qui est un livre, très intéressant. Oui. C'est de dire, ben, il faut vraiment différencier la grossesse physiologique de la grossesse pathologique et c'est pareil pour l'accouchement, en fait. C'est pour ça aussi, Oui. de ce que je comprends, que les maisons de naissance, s'il y a le moindre facteur qui montre qu'il y a un risque et qu'on rentre dans le pathologique, bah, en fait, il faut aller dans le pathologique. C'est que c'est comme ça que ça doit se passer et en fait, c'est pas un échec, c'est juste qu'on Oui. nous aide et on a de la chance d'être aidés. Donc il faut les saisir, en fait, ces chances-là. Oui, c'est un Oui, autre c'est chemin. clair. Oui, c'est juste les critères qui C'est changent, voilà, ça. c'est ça. C'est les critères qui changent, donc Mmh. l'accompagnement qui change. Donc pour moi, c'est pas un échec, c'est un miracle, en fait. Oui, je Oui. comprends. Et du coup, malgré, ce cadre, médicalisé, parce que là, tu parles du côté positif, mais on se demandait, est-ce que tu as réussi à te sentir actrice de ton accouchement? Alors, actrice, oui, parce que toute la journée, j'ai quand même donné des directives qui me correspondaient, à savoir, laissez-moi être sur mon ballon, je disais à mon mari, Fais ci, fais ça, voilà, j'ai besoin de ça». J'ai fait mes vocalises. Je trouve qu'avec le recul, j'ai assez bien géré mes contractions. D'ailleurs, les sages-femmes me l'ont dit, elles m'ont dit: «Vous gérez comme une chef, vraiment bravo et tout». Et franchement, OK, pendant la césarienne qui a duré un quart d'heure, j'ai pas vraiment été actrice parce que, ben, voilà, c'est une opération, c'est médical. Mais tout le reste du temps, que ce soit avant ou après cette césarienne, j'ai été dans l'action du début à la fin, en fait. Donc, pour moi, l'accouchement, c'est bien plus que ce petit quart d'heure d'opération, c'est tout l'ensemble, en fait. Et d'ailleurs, ça va même après la césarienne parce que, bah, c'est une petite personne qu'on apprend à connaître et quelque part, pour moi, ça fait encore partie de l'accouchement. C'est vraiment le début d'une aventure, qui se crée, quoi. Qui est pas prête de Oui. s'arrêter d'ailleurs. Ah non, et tant mieux. Et du coup, tu disais donc que tu avais passé, 5 jours à l'hôpital, que tu avais, été suivie ensuite par la maison de naissance, à partir de quel moment tu as revu tes sages-femmes de la maison de naissance? Est-ce que c'est, tu as fait tous tes 5 jours à la maternité, puis après, ça a pris le relais avec, la maison de naissance? Est-ce que tu as eu l'occasion de les voir durant ces 5 jours? Comment s'est fait cette transition et la Alors suite? du coup, j'étais en contact avec eux par SMS parce que, comme je l'expliquais avant, la mise en place de l'allaitement a été un petit peu compliquée. Donc, Charles avait pas le réflexe, il n'arrivait pas à prendre et c'était compliqué. On a dû le nourrir à la paille, enfin voilà. C'était un peu OK. compliqué. Donc j'ai quand même écrit à mes sages-femmes en leur disant: «Vous savez, c'est compliqué, ils pensent à le complémenter parce qu'en fait, il a perdu, plus de 10 de son poids de naissance. Donc, quand ça se passe comme ça, Mmh. bah, ils veulent absolument qu'il reprenne, donc ils veulent le complémenter et pour moi, c'était hyper important que ça reste sur mon lait à moi et pas d'autre chose. Donc en fait, il y a eu une journée, c'était à J3 je crois, où on a mis en place, le tire-lait à fond. Heureusement pour moi, grâce aux super conseils de mes sages-femmes, j'avais exprimé, beaucoup de colostrum avant l'accouchement. Donc OK. du coup, ça m'a vraiment permis, alors je sais pas si c'est ça qui m'a permis d'avoir du lait tout de suite, mais je pense que ça a grandement aidé parce que Oui, tu avais voilà, stimulé c'est ça. déjà. Et d'ailleurs, c'est vraiment un conseil que je peux donner, à toutes celles qui nous écoutent. Exprimer le colostrum avant l'accouchement, c'est vraiment, pour moi, c'est super. Pour l'allaitement ensuite. À partir de la semaine 37, hein, parce qu'avant ça peut provoquer le déclenchement donc faut pas voilà, mais en tout cas, si j'ai un conseil à donner, faites-le. C'est chouette. Par rapport à ce conseil, pour les personnes que ça intéresserait, comment tu l'as conservé et est-ce que tu l'avais amené à la maternité justement en prévention ou est-ce que c'est ton conjoint par exemple qui était allé le chercher si tu l'avais conservé, au congélateur j'imagine? Je sais qu'il y a des femmes qui en expriment vraiment beaucoup. Moi, c'était vraiment une goutte ou 2 à chaque fois, donc je l'ai pas du tout, stocké. Par contre, ce qu'on m'avait expliqué, hein, donc c'était une des sages-femmes de la maison de naissance, c'était
tu l'exprimes, il y a 1 ou 2 gouttes qui sortent et en fait, le colostrum, c'est donc le premier lait, c'est très gras et très nutritif. Donc en fait, je l'étalais sur mes mamelons pour, en fait, enfin, c'est un petit peu comme Oui. voilà, c'est comme une petite crème, Déshydraté, quoi. voilà, c'est Oui, ça. c'est de la Donc crème, c'est quoi. ça que j'ai fait avec mon colostrum, mais j'en avais pas assez pour, pour le OK. stocker, quelque part. Mmh. Oui, non, mais par OK. curiosité, c'est toujours intéressant parce que comme tu dis, Ouais. certaines femmes arrivent à en avoir quelques millilitres, qu'elles conservent, donc je Mmh voulais mh. savoir si ça avait Non, été ton cas ou j'ai pas été jusque-là. en tout cas, si c'est le cas, c'est à conserver au En fait, congélateur. c'est la règle des 4-4-4, 4 heures à température ambiante, 4 jours au frigo et 4 mois au congélateur. C'est ce qu'on a fait ensuite du coup puisque comme il avait pas le réflexe de téter, on a tiré et ensuite on l'a nourri à la paille, donc ça s'appelle le DAL, dispositif d'aide à l'allaitement. Ouais. Et en fait, Ouais. on conservait du coup ce que je tirais, au frigo et après quand je suis rentrée, on a pu l'emmener et Mmh. le mettre au Ouais. congélateur. Donc là, j'ai 1 litre de lait au congélateur, qui date de la maternité, quoi. Donc pendant ce jour un petit peu compliqué, où Charles n'arrivait pas à se nourrir et il perdait du poids, là, j'ai envoyé pas mal de SMS à mes sages-femmes, en leur disant: «Bah, voilà, un petit update, de comment ça se passe, Charles a perdu du poids, mais on essaye de conserver l'allaitement et de s'accrocher». Et donc du coup, ben, elles, de toute façon, elles pouvaient pas faire grand-chose pour moi parce qu'elles sont pas censées, intervenir finalement, dans le moment où je suis à la maternité. Et Mmh. moi, j'étais forcément hospitalisée 5 jours parce que, OK, il y avait le suivi de Charles, mais il y avait aussi mon suivi à moi parce qu'une césarienne, c'est quand même une opération et donc on est obligé de rester hospitalisé 5 jours avec, une foule de médicaments à prendre. J'ai jamais pris autant de médicaments de ma vie, vraiment et en fait, au bout de 5 jours, donc j'ai accouché le lundi et le samedi, j'ai pu rentrer à la maison et à partir de là, j'ai pu bénéficier du suivi Manala. Donc le premier rendez-vous était le OK. dimanche matin et d'ailleurs, c'était assez incroyable parce que donc on galérait vraiment avec l'allaitement, en plus, Charles n'arrêtait pas de dormir. Donc en fait, c'était terrible parce qu'il fallait le réveiller pour le faire téter parce que sinon c'est un cercle vicieux, en fait. Il dort, nous on s'est bêtement dit: «Oh bah, c'est bien, il fait des bonnes nuits», mais en fait, pas du tout. Il faut le réveiller toutes les, 3-4 heures au début. Donc mettre des réveils, moi je tirais mon lait, mon mari lui donnait à la paille, enfin c'était vraiment hyper fatigant et finalement le Mmh. dimanche matin, la sage-femme, enfin notre sage-femme qui faisait les suivis de grossesse est arrivée et je ne sais pas comment, elle a mis un coup de baguette magique et là, ça a fonctionné. Il a pris le sein et à partir de là, on a eu elle nous a donné un élément, de comment prendre le sein pour lui mettre dans la bouche et en fait, à partir de là, j'ai pu arrêter de tirer mon lait et passer, à l'allaitement au sein uniquement, quoi. Trop bien. Ouais, c'était Ah, incroyable. c'est fou, C'est une magicienne. super. Bah, du coup, j'allais te demander si tu dirais que le suivi a eu un impact, sur la façon dont tu as accueilli ton bébé et ton nouveau rôle de mère. Tu commençais à nous l'expliquer là, mais est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur, tout ce suivi à la maison de naissance et l'impact que ça a eu sur cette nouvelle vie? Bah, en fait, ce qui était chouette, c'est que, du coup, ça a pu rejoindre à nouveau la maison de naissance et donc toute la préparation qu'on nous avait faite avant parce que dans les cours de préparation à l'accouchement, il y a l'accouchement, mais on nous parle aussi de l'après. Il y a notamment un cours sur Mmh. l'allaitement, il y a pas mal de choses, sur l'après et donc en fait, là, on a vraiment pu rejoindre à nouveau le suivi de la maison de naissance après l'accouchement. Notamment, le premier bain, à la maternité, il m'avait demandé si je souhaitais le prendre là-bas et moi j'avais dit: «Ben non» parce qu'on avait convenu avec mes sages-femmes justement par SMS qu'on donnerait le premier bain ensemble à la maison, justement parce que, ça permet, vraiment d'avoir nos outils, notre baignoire, notre thermomètre. Enfin, c'est un peu bête mais voilà, il y a des positions, dans certaines pièces, c'est moins pratique, si tu le fais à la maternité, en fait, tu sais pas comment ça va être à la maison. Comment tu vas réussir à t'en Mmh mh. sortir, Nous, par exemple, on a C'est pas les mêmes repères, c'est quoi. ça, on n'a pas de Mmh. baignoire, donc il fallait aussi qu'on s'en sorte avec notre salle de bain. Enfin, voilà, c'est des choses un peu bêtes, mais nous, ça nous a vraiment apporté, d'avoir nos sages-femmes qu'on connaît, avec qui on est à l'aise et de le faire chez nous aussi, Mmh. Ouais. avec les éléments que nous, on a à la maison. Et puis, voilà, non, c'était incroyable, le suivi a continué encore sur plusieurs semaines. Alors, pas tous les jours évidemment, mais comme Charles, ne prenait pas tant de poids que ça, enfin il prenait vraiment le strict minimum, les 20 grammes par jour, c'était un petit peu la bataille quoi. C'était, on le pesait Mmh. régulièrement, voir s'il avait bien pris, donner tous les conseils de justement quand le réveiller, comment, alterner les seins et cetera quoi. Oui, je vois. Sur un autre plan, peut-être plus de ton point de vue, on se demandait, comment tu avais vécu ton rapport à ton corps et à ta cicatrice, notamment après la naissance
Et selon toi, en quoi le suivi à la maison de naissance a pu influencer cette expérience ou cette prise en considération? Alors, le rapport au corps, franchement, ça a été parce que j'ai adoré être enceinte. J'avais peur que ce soit difficile après l'accouchement parce que j'avais une espèce de nostalgie de la grossesse avant même d'accoucher. Enfin, je me disais, c'était tellement bien que j'ai peur que ça s'arrête. Enfin, quelque part dans ma tête, j'étais un peu Mmh. triste, en fait. Et finalement, la cicatrice, ça a été très douloureux au début. J'ai notamment un jour à l'hôpital oublié de prendre un anti-inflammatoire parce qu'il y avait trop d'infos, trop de choses. Franchement, j'ai fait un malaise vagal, enfin voilà, c'était vraiment hyper compliqué. Mais après, en fait, au bout de 2 semaines à peu près, j'ai vraiment pu me dire: «OK, aujourd'hui je me suis passé des Doliprane, aujourd'hui j'ai pas pris d'ibuprofène», des choses comme ça et ça a commencé à aller. Et en fait, mon corps, finalement, j'ai rapidement perdu, pas mal du poids que j'avais pris. Donc en fait, je me suis rapidement à nouveau sentie un peu plus légère, et après c'est allé qu'en s'améliorant. Je dirais que les 2 premières semaines sont difficiles Mmh. et après ça va. Par contre, par rapport à la maison de naissance, il y a pas vraiment eu trop d'impact, entre ma cicatrice et ma césarienne et le suivi sage-femme. La seule chose qui a été faite, c'est que, quand on a une césarienne, en fait, en tout cas chez moi, ils ont mis des agrafes et lors du 3e jour, la sage-femme de l'hôpital m'a enlevé une agrafe sur 2 et en fait, elle disait: «Ben, ce sera à la sage-femme de la maison de naissance, d'enlever les autres agrafes une fois que vous serez rentrés». OK. Donc en fait, ma sage-femme, m'a enlevé le reste des agrafes et elle m'a donné quelques conseils en me disant, ben, par exemple, «Tu peux mettre ce type de crème-là, pour hydrater». Elle a un petit peu regardé la cicatrice en disant: «Bah, ça a l'air propre» et cetera, mais il y avait pas plus d'influence que ça, entre la maison de naissance et Ça marche. mon corps, à l'issue de la césarienne. Avant de conclure, cet, épisode, on aimerait savoir alors tout à l'heure, tu as déjà adressé, un petit conseil aux femmes, mais plus spécifiquement, est-ce que tu aurais un message à faire passer aux futures mamans qui redoutent une, césarienne ou un transfert pour une raison ou pour une autre? Voilà, si tu avais quelque chose à leur dire, que souhaiterais-tu leur transmettre? Je pense que, l'objectif d'accouchement physiologique, c'est un bel objectif et je trouve que c'est un beau but, mais il faut pas être tellement fixé sur cet objectif qu'on en oublie, finalement la santé de notre bébé et de nous-mêmes et je pense qu'il faut savoir se dire que là, on rentre dans le pathologique et l'accepter en se disant: «Est-ce que le but final, c'est pas juste d'avoir mon bébé dans les bras, en bonne santé et moi aussi?» plutôt que de se dire, «Comment est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on a réussi à faire l'accouchement physio?» Parfois, ça dépend juste pas de nous, en fait et il faut pas se culpabiliser pour ça. Mmh. Voilà, je pense que c'est vraiment important de se dire qu'il y a des choses qui dépendent de nous et il y a des choses qui dépendent pas de nous. Et le fait d'avoir des facteurs pathologiques à notre grossesse et à notre accouchement, bah, en fait, c'est pas nous, c'est juste que c'est comme ça et il faut savoir, profiter des outils de la médecine qui sont proposés aujourd'hui pour, bah, finalement que ça se finisse bien. Tu penses que cette acceptation, que tu viens de dire fait qu'aujourd'hui, avec, 2 mois plus ou moins après la naissance de ton enfant, c'est ce qui fait que tu peux en parler, comme tu nous en parles aujourd'hui? Oui, alors moi déjà même le jour J, je l'ai pas vécu comme un échec, donc j'ai pas eu de travail d'acceptation à faire. C'est c'est Mmh. vraiment j'ai juste admis que parfois on avait besoin de la médecine et que c'était comme ça et quelque part je m'étais déjà préparée avant l'accouchement à ce que ça puisse Ouais. arriver. Donc c'était quelque chose que j'avais déjà accepté avant en fait. Ouais, ça favorisait le fait que ça se passe C'est bien ça, même le jour J finalement. exactement. Maintenant que tu nous as raconté cette, incroyable, aventure, avec, toutes ces péripéties, ces divers champs, et aléas, est-ce que tu pourrais nous redéfinir ce qu'est une maison de naissance? Alors, du coup, aujourd'hui, pour moi, une maison de naissance, c'est, une association. Ça, j'en avais pas conscience au début. hem, qui permet non seulement de préparer un accouchement physiologique, mais aussi de donner tous les outils pour, l'après, parce que le postpartum, c'est quand même, une grosse partie pour moi de l'accouchement, hein, et de la naissance, même si c'est pas l'événement, et finalement, bah, c'est un groupe de personnes bienveillantes qui nous entourent et qui font en sorte que ça se passe bien. Merci pour cette, belle, définition. Une de plus, à notre, longue liste, mais qui s'enrichit, à chaque, personne rencontrée. Avant de nous quitter, je vais aussi, te poser, notre éternelle question, de conclusion. Est-ce que tu aurais une astuce
Alors, tu en as déjà partagé, mais est-ce que tu aurais une astuce encore plus spécifique à partager à toutes les personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient accoucher physiologiquement? Alors du coup, c'est un peu compliqué parce que je n'ai pas accouché physiologiquement. Non, mais en tout cas qui ont, cet Mmh. objectif. Par exemple, tu nous as parlé, tu vois, du ballon, Mmh. que ça t'a servi, tu vois? Ouais. Jusqu'au dernier moment ou ce genre de Oui, et choses. puis tu as fait Alors, beaucoup de choses, de ce que tu nous dis, Tu as fait quand même tout un accrochées à cette chemin, physiologie quand même. oui, bien sûr. Du coup, pour celles qui se sentent la confiance, mais je pense qu'à l'instant, où ça se passe, on a toute confiance en nous. Faut pas hésiter à faire des vocalises bien, bien graves qui permettent vraiment de mieux gérer la contraction. Faut pas avoir peur des gens qui sont dans la pièce. En fait, il y a que vous qui êtes maîtresse de votre corps. Donc, chantez, vraiment chantez. Et du coup, dans ton cas, plus spécifique, est-ce que tu aurais une astuce à partager aussi à toutes les personnes qui, seraient, transférées ou réorientées, si c'est en cours de grossesse et qui, se retrouvent face à une situation, plus ou moins urgente, en tout cas, de césarienne? Alors, le conseil que je pourrais donner et qui est vraiment important, on aime bien jouer les héroïnes en se disant: «Moi, j'ai pas besoin de médicaments, j'ai pas besoin d'anti-inflammatoires, je suis trop forte et tout», voilà. Surtout quand au départ, on a un projet physio, c'est un peu de se dire: «On se passe, des traitements médicamenteux». Vraiment, je conseille de ne pas le faire et de prendre ce qu'on nous demande parce qu'au début, l'anesthésie fait qu'on se sent pousser des ailes et qu'on a l'impression qu'en fait, on a pas mal et qu'il y a pas de problème. Mmh. Mais en fait, quand l'anesthésie commence à passer, si on a mal vraiment, parce qu'on n'a pas pris de médicaments, en fait, c'est déjà trop tard. Enfin, ça veut dire que vous allez vraiment souffrir. Donc, prenez ce qu'on vous dit aux heures qu'on vous dit parce que c'est pas drôle quand ça arrive. Ouais. Mais écoute, merci pour ce conseil aussi. Sage conseil, si j'ai bien compris tout à l'heure, tu expliqué que ça t'avait amené jusqu'à faire un malaise, donc j'imagine que c'est aussi ton expérience, Oui, qui tout à parle? fait. Et là, c'était pas parce que je voulais jouer, la héroïne, c'est parce que j'avais juste oublié, parce qu'il y avait trop d'infos, trop de choses, quoi. Mais, Bien je l'ai sûr. amèrement regretté. Oui, voilà, c'est ça. Malheureusement, vu que tu as eu ce vécu, tu peux aujourd'hui, témoigner de Mmh. ça, quoi. En tout cas, merci beaucoup, Vicky, d'avoir été, notre invitée, d'avoir, déposé ton histoire ici. Avec plaisir. Surtout, si peu de temps après ton accouchement. Mmh. Parce que, pour, les gens qui nous écoutent, ça fait à peu près 2 mois que Charles est né. Mmh. Je connais pas sa date exacte. Le 17 Ouais, c'est mars, ça. la Saint-Patrick. Facile à se C'est souvenir, ça. du coup. En tout cas, tu nous permets de nous rappeler que se préparer à vivre un accouchement, c'est pas seulement, viser un scénario idéal, mais c'est aussi, cultiver la capacité à accueillir ce qui se présente. Tu nous l'as dit à maintes reprises et c'était, dit avec beaucoup de douceur et j'espère que toutes les personnes qui t'auront écouté, pourront, s'inspirer de tes paroles. Merci, d'avoir pris ce temps. On te souhaite, beaucoup de douceur, et un bon allaitement et tout ce qui va avec, le plaisir, d'accueillir ton bébé avec, ton conjoint et de tous les beaux jours qui vous attendent, en tout cas, votre nouvelle petite famille à 3, et votre nouvelle vie. Ben, merci à vous aussi de m'avoir écoutée. Oh beh, avec, grand plaisir. C'était, un récit, fort intéressant et plaisant à entendre. Merci aussi à toutes les personnes qui nous écoutent. On espère que ce nouveau récit vous aura plu. Pensez à le partager autour de vous, à mettre un like, un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça augmente notre visibilité, c'est important, si on a envie de faire, connaître, les maisons de naissance et la possibilité, d'aider aussi toujours plus de parents, comme ça a pu être le cas dans l'histoire de Vicky. Au revoir Vicky, à bientôt. Au revoir Vicky. Au revoir, à bientôt. Vous venez d'écouter le podcast Par voix basse à voix haute. Votre aide est essentielle. Si vous aimez notre travail, dites-le en partageant cet épisode, en nous laissant un commentaire ou en cliquant sur j'aime. Retrouvez-nous aussi sur Tipeee si vous souhaitez soutenir notre projet financièrement sur la page Tipeee/Par voix basse à voix haute. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié des prochains épisodes. Merci encore d'être là avec nous et d'écouter ces moments de vie uniques et intenses. Et souvenez-vous, il n'y a pas de bon accouchement. L'histoire qui compte, c'est votre rencontre.